Gilbert Coltaz, professeur émérite dans cette université, grand économètre devant l'éternel, va nous parler de quelle pourrait être l'influence de l'intelligence artificielle sur les emplois, sur les compétences. Non, c'est pas ça que... Sur l'éducation, voilà. Alors, vas-y, tu as la parole. Merci Jean-Paul. Ça ne fonctionne pas. Ah, d'accord. Ok. Déjà un grand merci pour cette invitation à participer à ce débat. Bien sûr, bien sûr. Si, je pense. Oui, si. Non, il ne fonctionne pas. Si, oui, bien. Vous n'entendez pas? Là, ça va. Je vais rapprocher ça encore. Voilà. J'espère que ça va aller. Bien, je vais vous rejoindre tout à fait. Donc, j'ai arrêté d'enseigner, puisque, comme l'a signalé Jean-Paul, je suis professeur émérite il y a quelques temps, et j'observais déjà une baisse de niveau. Alors, effectivement, vous avez parlé, je vais vous rejoindre sur ce point-là. La réforme du baccalauréat a eu des effets catastrophiques sur les compétences des élèves. Je vais garder un cours en première année, c'est vraiment compliqué. Ça devient. Enfin, je félicite les collègues qui arrivent encore à faire un peu de maths sérieuse en première année. C'est vraiment catastrophique, il faut reprendre ça. Alors on le sait depuis un longtemps, hein. Il y a le rapport Villeni, déjà en 2018, qui nous disait qu'il faut renforcer l'informatique, les mathématiques à tout niveau. Heureusement, on a mis fin à cette réforme du bac. Donc on peut espérer que ça va s'améliorer. Mais ça a été vraiment... c'est un grand problème, quoi. Puisqu'on a quand même un effet de ciseau, avec des élèves dont les compétences sont de plus en plus faibles, me semble-t-il, dans les matières scientifiques à l'entrée. Et par contre, on demande au bac plus 5 de sortir avec des compétences de plus en plus grandes. Donc effectivement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. On y arrive, mais ils sont très peu de la première année à arriver en 5e année. Donc voilà pour vous rejoindre sur ce point-là. Maintenant, je voudrais regarder, je me suis intéressé à voir quel a été le choc créé par ChatGPT sur les universités. Pas simplement sur les universités d'ailleurs, mais le choc en général. Donc le choc, quand ChatGPT apparaît en 2020, il fait son premier million d'utilisateurs en 5 jours. Pour vous donner une idée de l'adoption de l'outil, 5 jours pour atteindre le premier million d'utilisateurs, la plupart des réseaux sociaux, ça se compte en semestres, 2 ou 3 semestres. Netflix, il lui faut plus de 2 ans pour atteindre le même chiffre. Donc ça a vraiment été, c'est une révolution, hein, au niveau de l'adoption, de l'outil. Du côté des universités et des organismes de formation, qu'est-ce qui s'est passé? Très vite, on l'a interdit. Enfin, on a tout fait pour l'interdire parce que ça correspondait, on l'interprétait comme étant un outil de triche. Clairement un outil de triche, donc beaucoup d'établissements ont interdit l'emploi de ChatGPT, pas que les établissements de formation, d'ailleurs les entreprises aussi, hein, puisque les données sont quand même transmises à OpenAI, donc également Apple, Amazon, Samsung ont interdit à leurs salariés d'utiliser ChatGPT. Des pays l'ont suivi, l'Italie temporairement l'avait interdit, et puis après on peut avoir la Russie, la Corée du Nord, la Chine, pour d'autres raisons. Hein, là. Donc, ça a été un grand choc que l'apparition de ce ChatGPT. Maintenant, comment s'adapter à ça? On commence à avoir des éléments de réponse. Heureusement, j'avais signalé le rapport Villani qui avait pointé du doigt donc l'insuffisance en formation scientifique, disant qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, dès 2020, je crois, il y a eu des manifestations, des appels à manifestation d'intérêt, en particulier la MICMA, en compétences et métiers d'avenir, qui a été lancée, qui avait 2 dispositifs, en gros, un dispositif diagnostique, il s'agissait d'évaluer les besoins des métiers, des évolutions des métiers, et les besoins en formation professionnelle. Et puis un dispositif de formation, appelé dispositif de formation, où là, les établissements étaient invités à proposer des dispositifs de formation. Les premiers lauréats ont été connus en 2022. Et donc, on a une première expérience sur la façon dont les universités devraient, si on continue dans la même logique, adopter ce dispositif, intégrer l'IA dans leurs enseignements. Alors, je parlerai plutôt des utilisateurs d'IA, pas de ceux qui vont être chargés de concevoir et de maintenir les systèmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est autre chose, et eux, ils savent à peu près très bien ce qu'il faut faire, c'est pas un problème. Donc j'ai regardé 2 exemples, celui de Sorbonne AI et de Eiffage Côte d'Azur, qui étaient lauréats de cet appel CMA. Eh bien, ils ont des réponses tout à fait classiques, ça peut...
ça peut intéresser également les gens qui s'occupent de formation ici. L'idée est essentiellement de créer des mineurs sur les majeurs. Donc ils ont créé, aussi bien à Paris qu'à Nice, des mineurs d'intelligence artificielle, fondés sur leur majeur, je pense au droit en particulier, mais en biologie également, où les gens avaient des ateliers, essentiellement par des ateliers et études de cas pratiques, où il y avait des gens compétents qui avaient développé un programme où on appliquait l'IA sur les domaines de leur formation majeure. Voilà exactement ce qu'ils ont fait. Alors les effets, on ne les connaît pas, puisque ça vient d'être mis en place à la rentrée 2023. Mais on les connaîtra, mais je pense que ça va être la réponse des universités, sachant qu'on va rentrer quand même d'un problème de restriction budgétaire, donc créer des mineurs coûte de l'argent, et comment ça va se passer, on ne sait pas trop bien. Donc l'université, là, va avoir un grand défi, qui va être d'intégrer cette intelligence artificielle, parce qu'il faut bien qu'elle l'intègre. Les entreprises vont effectivement recherchent déjà des compétences dans ces domaines-là. Donc il va falloir qu'on le fasse. Et effectivement, c'est peut-être le moindre coup d'aller dans cette direction-là, sachant que c'est un peu compliqué. Lorsque j'ai regardé un peu plus en détail ce qui s'était passé à Nice, il y a eu de très grandes discussions entre les professeurs de biologie, par exemple, et les informaticiens, parce qu'il y avait là-bas un laboratoire d'intelligence artificielle, et mettre au point des cas pratiques pour faire travailler les élèves dessus, c'est pas complètement trivial lorsque les enseignants eux-mêmes ne sont pas formés à ces outils. Donc ça va poser effectivement, vous l'avez souligné, des problèmes de formation des enseignants. On ne s'empare pas de ces outils pour l'apprentissage aux étudiants de manière complètement triviale. Alors j'avais d'autres questions maintenant, parce que bon, sur l'université ça va pas. D'autres questions, c'est l'impact de cette intelligence générative sur la productivité. Comment on va évaluer la productivité? Parce que par exemple sur les créations d'emplois, etc., on a tout et n'importe quoi comme évaluation. Donc certains annoncent des destructions d'emplois, Gartner annonce 500 millions d'emplois en plus, on a un peu de tout. Donc la clé, ça va être quand même comment on va évaluer la productivité. Alors comment on va évaluer la productivité? C'est pas très clair. On voit bien, des métiers vont être supprimés, des métiers vont être énormément aidés. Je sais qu'en médecine, en radiologie par exemple, on a une augmentation de la productivité. Au sens où, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que la productivité d'un radiologue plus une IA est supérieure à la productivité de l'IA seule ou du radiologue seul. Donc on a une augmentation de productivité dans ce sens-là. Mais ce n'est pas vrai partout, quoi. Donc comment ça va se passer? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et puis voilà, bon, j'aurai peut-être une autre intervention après ça. Mais ce choc de productivité, comment voyez-vous ça? Moi, je m'interroge sur le choc de productivité pour les enseignants qui vont utiliser l'intelligence artificielle générative. Le CDE signale que les enseignants ne devraient pas être touchés. Vous savez, dans son tableau des métiers, oui, mais pour avoir testé récemment certains outils où on est capable, si on pose correctement, on dialogue correctement, parce qu'on dialogue maintenant avec son intelligence artificielle, si on dialogue correctement avec son intelligence artificielle, on est capable d'avoir en 5 secondes non seulement le cours, mais les diapositives d'un cours d'un certain nombre d'heures destinées à un public, c'est quand même assez stupéfiant, et je crains que beaucoup ne s'emparent de cet outil sans forcément aller vérifier ce qu'il y a derrière. Parce que le problème de l'intelligence artificielle, c'est que pour le moment, alors on ne sait pas ce que ça va donner, mais quand elle ne sait pas, elle a tendance à inventer. Donc moi, je me suis retrouvée avec des mémoires d'étudiants, et je me suis dit, tiens, c'est étonnant, j'ai un papier là, c'est extraordinaire, je ne connais pas cet article qui a l'air très important sur le sujet. Ça ressemblait parfaitement à un article académique, il n'existait pas. Et donc sur l'évaluation ou l'impact de la productivité, effectivement, sur les radiologues, c'est très connu parce que c'est facilement mesurable, puisque l'intelligence artificielle lit les clichés, et donc on est capable voilà, ça les aide dans leur travail. Pour le reste, ça va être très compliqué à évaluer. Est-ce que ça va améliorer la productivité? Je dirais surtout ce qui moi, me pose question, c'est que cette intelligence artificielle générative, qui n'est pas de l'intelligence, puisqu'elle mobilise
des données massives, à un moment, il va falloir l'entretenir. Donc, si tout le monde, par exemple, fait son cours à partir de ChatGPT ou autre, évidemment, à un moment, il va falloir quand même que quelqu'un bosse véritablement pour alimenter avec des données et du travail mis à jour. Donc je suis... ça me rappelle, il y avait cette question que vous posez, c'est exactement la même question qui se posait quand les ordinateurs sont arrivés. Vous vous rappelez, il y avait un papier de Gordon qui nous expliquait que écrire avec un stylo, il y avait plus de productivité qu'utiliser un ordinateur. C'est tout. Bon, donc voilà, à suivre. Juste pour rebondir un petit peu sur ce côté, justement à Nice, ils ont des ateliers avec des cas pratiques que je vous ai dit dans leurs mineurs, ce qui est quelque chose de très intéressant parce que ça oblige les étudiants à utiliser l'outil et à voir précisément que lorsqu'on pose une question, il faut revenir, il faut vérifier, il faut vraiment développer l'esprit critique parce que ça peut répondre n'importe quoi. Non, mais ça peut répondre n'importe quoi. Bon, il nous reste un quart d'heure. Tu voulais encore... Oui, juste sur la dernière chose, une petite difficulté, c'est que les IA génèrent de plus en plus de choses et donc elles vont commencer à apprendre sur ce qu'elles vont générer, ce qui va effectivement